recevoir au sein de notre comité départemental du droit au logement. Au préalable, je vais quand même préciser certaines choses pour mettre tout le monde à l'aise. Il n'échappera à personne qu'on est en période électorale. Donc aujourd'hui, nous recevons la citoyenne Ramayad, qui, sur la suggestion de notre ami François, nous a proposé donc sa venue, et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au sein du DAL 17. Le DAL 17, c'est quoi? Le DAL 17, c'est d'abord une aventure humaine. Ce sont des gens de tous bords, de tous partis, de tout niveau social, qui se sont à un moment ou à un autre saisis de cette problématique qu'est le logement. Alors La Rochelle, comme cette belle ville que La Rochelle, que nous aimons tous, c'est quelque chose que nous avons tous en commun malgré nos spécificités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, etc. Mais cette ville aussi n'échappe pas à cette problématique, une ville qui a un taux de logement social au niveau de la loi SRU très largement supérieur à ce que la loi exige, puisqu'on est à, je crois, 37%, voilà. Et pourtant, on est dans une ville où 70% de la population est éligible au logement social, ce qui est quand même un indicateur de la situation économique. Nous vous recevons aussi parce que on a jugé intéressant que vous puissiez échanger directement avec les familles, qui traversent parfois des moments un petit peu difficiles et qui sont en recherche de solutions. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les structures institutionnelles, on va dire, ne répondent plus forcément à un certain nombre de besoins. C'est la raison pour laquelle le citoyen s'est un peu saisi lui-même de cette question-là, et on s'est rendu compte que avec de la bonne volonté, on arrivait quand même à trouver un certain nombre de solutions, Alors le DAL de Charente-Maritime, c'est que des bénévoles, il n'y a pas de salariés chez nous, et on existe ici depuis 3 ans. Et en 3 ans, le travail des militants, le travail bénévole des militants, a permis de reloger plusieurs centaines de familles, Alors on ne s'occupe pas uniquement de reloger les familles, puisque les militants assurent également un suivi, un accompagnement, Et donc avec nos partenaires, on a obtenu un certain nombre de résultats, Alors quand je parle de nos partenaires, on parle de nos partenaires parce qu'on s'est rendu compte assez vite que au niveau quand on aborde la question du logement, très vite se posent d'autres questions. Des questions comme l'accès au droit, comme l'éducation. Je sais que ce sont des questions qui vous tiennent à cœur, Et ça nous a permis justement de trouver un certain nombre de solutions. Alors aujourd'hui, notre but, c'est à notre niveau, en ces périodes-là, c'est de bien placer la thématique du logement au cœur du débat politique. Sur La Rochelle, on est quand même assez bien entendu, parce qu'on est quand même entouré de personnes de bonne volonté, malgré les différences qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, on avait à cœur de mettre en avant ces familles, pour qu'elles puissent un peu échanger avec vous exposer quelles sont leurs difficultés. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à François. Moi, j'ai rien à dire. J'ai invité Rama. J'ai invité Rama à répondre à l'invitation du DAL. Bon, je suis un passeur de relais. Je suis très heureux que Rama soit avec nous, et puis qu'on puisse échanger de manière très libre, surtout avec les gens qui travaillent avec toi, parce qu'il y a les familles, puis il y a aussi tous les adhérents du DAL qui bossent quotidiennement et qui s'impliquent sans aucune subvention d'aucune sorte, et qui s'impliquent quotidiennement dans des travaux qui sont anonymes et souvent ingrats, compliqués, durs. Et que Rama vienne nous voir, je trouve que c'est un symbole fort de solidarité et de sympathie. Voilà. Alors, autour de cette table, vous reconnaîtrez, parce que je précise aussi, c'est important, que le DAL est un mouvement qui est totalement apolitique, ça c'est important de le dire. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que soient aujourd'hui représentés tous les candidats quasiment à cette élection municipale. Je vais faire une présentation rapide. Nous avons Monsieur Fontaine, qui représente une liste de gauche. Nous avons Monsieur Jolin, qui représente une autre liste, on peut dire Modem, du centre. Nous avons Monsieur Thierry Sagnier, sans étiquette. Et nous avons les représentants de la liste unitaire UMP-UDI qui sont là également. Mais l'essentiel de l'assistance, ce sont les militants du DAL,
hein, ça c'est quand même notre priorité. Et également ces familles qui ont pu bénéficier hein, donc, de l'aide de cette association. Et c'est surtout eux qu'on a envie de mettre aujourd'hui à l'honneur. Voilà. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas une inconnue pour nous, hein, parce que on est tous un petit peu extrêmement respectueux de ce qu'a été votre parcours. Hein. C'est un signal très fort envoyé à un certain nombre de gens, comme quoi on peut partir du bas et arriver très haut, quoi. Voilà, et c'est vraiment un encouragement, quoi, hein. Voilà. Alors je précise également qu'au sein du DAL, on est probablement un des seuls comités DAL de France qui fait qu'une partie de nos adhérents sont des propriétaires. Hein. On travaille beaucoup avec les propriétaires privés, quoi, hein. Et ça, c'est une spécificité locale. On a un credo au DAL, notre devise, c'est droit et devoir, quoi, hein. Voilà. Donc notre action s'inscrit aussi dans la responsabilisation des gens, hein. Il n'y a pas de pauvres, de gentils locataires contre des méchants propriétaires, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Et c'est ce qui nous a permis à la fois d'être crédibles et d'être respectés par tout le monde, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors on n'a pas... La représentante du député qui est là. J'ai oublié, pardon, excusez-moi, la présence de Madame Costa, qui est l'attachée parlementaire du député Falorni, la première circonscription de la Charente-Maritime, quoi, hein. Voilà, je peux m'excuser. Voilà. À quoi on vous oblige? Voilà. Non, mais bon. C'est allumé, ça? Voilà. Alors, je vais peut-être qu'il y a quelques mots à dire. Écoutez, moi je suis surtout là pour écouter, mais je voudrais en préambule très rapidement vous remercier de m'avoir ouvert vos portes. Je sais que ce n'est pas une démarche facile. Nous ne sommes pas là pour une réunion politique. C'est important. Je sais que vous avez bien autre chose à faire, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous, de vos actions, du travail formidable que vous menez, à la fois avec les militants du DAL, bénévoles, mais aussi surtout auprès des familles que vous avez sorties de la difficulté grâce à un travail énorme, grâce aussi à des principes, vous l'avez dit, des droits et des devoirs, une étroite coopération avec des bailleurs privés, comme le disait François, membre du DAL, c'est assez extraordinaire. Donc chapeau pour ce miracle qui n'en est pas un, puisque c'est le produit de votre travail, de votre conviction. Et je suis très admirative de tout ce que vous avez accompli ensemble. Donc c'est plus moi qui ai à apprendre de vous, d'entendre comment vous avez réussi à faire cela, d'entendre aussi l'expérience des familles. Voilà, et moi je suis très sensible à cette question du logement parce que effectivement moi dans ma jeunesse je fais partie d'une famille monoparentale où on a plusieurs fois été expulsé de l'appartement où on vivait, et donc les bailleurs, les procédures administratives, tout ça, je m'accrochais à la main de ma mère lorsqu'elle allait devant les guichets pour demander son logement, etc. Donc j'ai vu ce que ça fait, comment ça casse les familles, comment ça peut détruire, la peur d'être dans la rue, d'être dehors, que votre vie bascule dans autre chose, de pas avoir un toit. Et donc avoir un toit, ça devrait être le premier des droits de l'homme pour chacun. Et donc, quand votre vie se joue à ça, et peut basculer d'un côté ou de l'autre à tellement peu de choses près, surtout pour les enfants, eh bien, on est reconnaissant à vie à ceux qui vous ont aidé pour vous en sortir. Du coup, quand plus tard j'ai fini mes études et que j'ai obtenu mon premier travail, je m'étais dit bon, métro boulot dodo, c'est pas suffisant. J'ai envie d'engagement, j'ai envie de... Voilà. Mais c'était pas l'engagement politique, parce que je connaissais très bien la politique, mais je n'aimais pas les politiques, ni droite ni gauche d'ailleurs. Et souvent, je m'abstenais aux élections. J'allais pas voter, bon. Et j'avais envie d'engagement. Pour moi, le pur engagement, c'était l'engagement associatif. Et je m'étais dit, bon, j'ai un travail maintenant, j'ai terminé mes études. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme engagement associatif ? Et je me suis dit, j'aimerais m'engager dans les associations de logement, au vu de mon expérience personnelle. Alors, j'ai pris une petite lettre, puis j'ai écrit au DAL. Je leur ai dit, voilà, je voudrais travailler pour vous, parce que je voudrais faire quelque chose de ma vie, autre chose que le boulot, et je voudrais que sur mon temps libre, pouvoir devenir un militant du logement, et donc pouvoir vous aider.
Ils m'ont jamais répondu. Donc, je suis très heureuse que des années après, les portes du DAL se soient ouvertes. Non, sérieusement. Après, du coup, j'ai écrit à Nicolas Sarkozy pour dire que j'aimais bien ce qu'il faisait. Donc, vous voyez comme quoi, lui, il a répondu. J'imagine que le parcours n'aurait pas été le même si le DAL vous avait répondu, quoi. Ça tient aussi à peu de choses, ces choses-là, vous voyez. Donc je suis très très fière d'être là parce que je réalise un vieux rêve de pouvoir rencontrer les militants du logement et plus sérieusement effectivement de connecter au fond, d'être en dialogue avec ces familles avec qui on a tant en partage, mais que quelque part dont on s'éloigne du fait de l'engagement politique. Et donc c'est pour ça que je suis pas là moi pour dire voilà ce qu'il faut faire, vous le savez mieux que moi, mais plutôt pour les écouter. Voilà, merci beaucoup. Okay. J'aimerais quand même citer un petit peu quelques chiffres sur ce qui se passe à La Rochelle sous le contrôle des élus, etc. La Rochelle, c'est en termes de personnes en attente sur les listes pour recevoir attribuer un logement social, environ 7000 personnes. Environ 7000 personnes, quoi. 7000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Sur ces 7000 personnes, il faut quand même savoir c'est qu'il y en a un tiers qui sont déjà logés, mais qui souhaiteraient déménager, quoi. Nous avons en situation d'urgence réelle environ 1500 familles. Nous les estimons environ à 1500 familles. Une de nos premières préoccupations, c'est les expulsions locatives. Là, dans quelques semaines, on arrive au terme de la trêve hivernale. Ce bouclier qui protège un certain nombre de familles. Et dès les premiers jours du mois d'avril, on va reprendre le train-train quotidien des expulsions locatives, quoi. Sur une ville comme La Rochelle, elles sont en hausse quasiment chaque année d'environ 15%. Alors c'est une hausse qui s'explique par différentes raisons. La raison principale, c'est que jusqu'à présent, la Charente-Maritime était un des départements où le concours à la force publique était accordé le moins facilement. Sauf que depuis quelques années, les finances de l'État font qu'il y a une pression qui est faite par l'État sur les préfectures pour dire on n'a plus les moyens de payer les indemnités d'occupation, quoi. Et donc, nous, on considère que c'est quand même un mauvais calcul. Pourquoi ? Une chose très simple, et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu, que ce soit sur la question du logement, ou que ce soit sur différentes questions, c'est que nous avons différents payeurs. Aujourd'hui, je vais vous citer quelques exemples. Nous avons l'exemple d'une famille avec 2 enfants qui va se faire expulser. Je précise que la plupart des expulsions ne sont pas suivies d'un relogement. Un jour, vous avez la police qui arrive, qui va toquer à votre porte en vous disant là, vous avez 1 heure pour prendre vos affaires et partir, quoi. On va aller où? Vous faites le 115, quoi. Et le 115, comme ailleurs, c'est assuré et c'est pas quelque chose qui convient déjà aux enfants, quoi. Alors j'aimerais quand même vous citer un exemple simple qui est assez symptomatique, qui est assez emblématique de la situation. Nous avons eu l'année dernière beaucoup de familles avec des enfants qui se font expulser pour des créances qui vont entre 1000 et 5000 euros. Ça, c'est la moyenne, en fait. Et il faut quand même savoir, c'est qu'une famille avec 2 enfants qui va se faire expulser, dès le premier mois, ça va coûter à la collectivité plus de 10 000 euros. Voilà, donc on a la prise en charge. Voilà, aujourd'hui en France, quand vous avez des enfants mineurs, on ne les laisse pas à la rue, on les place, quoi. Un enfant placé, ça coûte par jour 150 euros. Voilà, donc le premier mois, un enfant va coûter, juste en termes de prise en charge, 4 500 euros. Voilà, une famille va coûter environ 10 à 12 000, une famille avec 2 enfants, ça va coûter à la collectivité environ 12 000 euros pour une créance initiale de 1 000, 2 000, 3 000 euros, quoi. Donc on peut déjà s'interroger, quoi. Et quand on essaie de comprendre, et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus, quand on essaie de comprendre pourquoi on en arrive là, on s'est rendu compte d'une chose toute simple, c'est que si c'est pas l'État qui paye, c'est le Conseil général qui va payer. Voilà. Si c'est pas le Conseil général, c'est aussi les CCAS, donc il y a un certain nombre de choses qui vont dépendre des budgets municipaux. Et on s'est rendu compte que s'il y avait un peu plus de dialogue entre toutes ces structures, on arriverait à régler un certain nombre de problèmes, quoi. On s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que
si on affectait un peu plus de moyens à l'accompagnement des familles, il faut quand même savoir, là, récemment, on a signé le 462e bail avec des bailleurs privés. Voilà, des gens, des familles qui ont été expulsées et qui grâce à l'accompagnement des militants du DAL, justement, ne reproduisent plus les comportements qui les ont mis dans ces situations-là, quoi. Par rapport à ça, moi, j'aimerais bien connaître votre commentaire, quoi. Non, mais moi, on n'est pas là pour dire, voilà, je propose, je suis pas candidate moi à la mairie ou quoi. Donc je suis pas là pour ça. Mais moi, je trouve que on est arrivé à une situation absurde. Je veux dire, ces 5 dernières années, on a construit 600 000 logements sociaux. Ici même, on est sur des niveaux de logements sociaux qui sont bien au-delà des taux réglementaires. On sait que le rythme de construction, évidemment, est lent. On sait qu'il y a des familles à reloger, mais le problème, il est moins là que, évidemment, les relations avec les bailleurs privés. L'absurdité d'un système où on a tellement de logements vacants et en même temps tellement de besoins de l'autre côté et que l'offre et la demande n'arrivent pas à se rencontrer, c'est une absurdité supplémentaire. Mais qui est liée au fait qu'on est sur des marchés privés, évidemment. Et s'il n'y a pas des intermédiaires comme vous, pour apaiser la relation dans un système de droits et de devoirs, comme vous l'avez dit, eh bien, cette relation, elle est basée sur la méfiance. Méfiance de bailleurs qui se disent on va pas prendre ces familles parce qu'ils vont peut-être pas payer et on sera contraint de les garder même s'ils ne payent pas, en tout cas pendant une certaine période. Et donc pendant effectivement les périodes d'hiver, une fois que les trêves sont passées, les expulsions reprennent et c'est à ce moment-là que les différentes collectivités se retrouvent à devoir prendre en charge. C'est normal. Tout le monde ne vous dira pas ça. Il y en a qui vous diront, bah écoutez, voilà, ils n'ont pas payé leur loyer, ils ont des dettes. L'État n'a pas à en prendre, les collectivités en général n'ont pas à en prendre en charge. Moi, je pense que c'est normal. Alors après, qui doit prendre en charge entre l'État, entre les services sociaux, entre les collectivités territoriales? Ça, c'est le fameux millefeuille administratif où effectivement tout le monde est responsable et personne n'est responsable en même temps. Donc pour vous par exemple qui cherchez à les aider, c'est un casse-tête permanent où il faut aller voir plusieurs interlocuteurs qui se renvoient la balle. Mais moi, je pense honnêtement que l'État doit assumer son rôle dans ce domaine. La politique du logement, elle n'a pas à être intrusive, mais sur la question de l'exclusion sociale, l'État doit avoir un certain rôle. Après, les exclusions, les solidarités, c'est aussi les conseils généraux. Bon, qui doivent aussi assumer. Parce que le maire, il peut pas tout faire non plus. C'est celui qu'on va voir le premier, mais vous savez que les budgets sont limités. Vous savez que c'est aussi ce que payent les contribuables. Donc, à mon avis, entre le Conseil général et l'État, on devrait pouvoir trouver un système qui permette de venir en aide aux personnes qui effectivement se trouvent en situation d'expulsion, surtout quand ça implique des enfants. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de vous dire, essayons d'éviter les expulsions. Parce que c'est d'abord là la source du problème. Essayons de les éviter, essayons de stabiliser les familles, essayons de faire en sorte qu'ils puissent honorer leurs engagements en matière de paiement des loyers, essayons de faire en sorte que les loyers soient pas si exorbitants au point qu'ils deviennent inaccessibles et donc vacants, ce qui est encore plus absurde. Et c'est là-dessus que je crois doit être axée une véritable politique du logement. Alors, s'il y a des militants qui ont des questions à poser ou des gens dans l'auditoire... Madame Amélie, moi je voudrais poser une question à Madame Ramayad. Moi j'avais pensé, donc, au niveau de l'accompagnement, le DAL le fait, mais est-ce qu'il ne serait pas possible au niveau gouvernemental de créer une loi, comme un genre de système comme la CMU, mais pour le loyer? C'est-à-dire qu'on imposerait un loyer minimum pour les plus faibles, pour ceux qui sont vraiment les cassés de la vie qui ne peuvent pas payer leur loyer, parce que voilà, tout en étant accompagnés. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un loyer mais vraiment modique pour justement les remettre en selle, plutôt que d'attendre qu'ils s'embourgent et puis qu'ils soient expulsés tout simplement? Là, on est, vous savez, le marché du logement est privé, pour la partie privée. C'est-à-dire ce sont des bailleurs sociaux privés, ce sont des propriétaires privés, des individus, des gens qui ont peut-être travaillé toute leur vie pour pour s'acheter un logement qu'ils mettent en location. Et comme nous sommes dans un pays
voilà, où c'est l'économie de marché. Vous ne pouvez pas réglementer les loyers comme ça. Vous ne pouvez pas dire à ceux qui ont travaillé toute leur vie pour être propriétaires que leur logement, ils vont être obligés de louer à tel prix. Parce que vous découragez le droit à la propriété. C'est-à-dire que vous découragez certaines personnes, là je parle des individus, je ne parle pas encore des entreprises ou d'autres groupements de ce genre. Vous découragez l'acquisition de logements par ces gens-là. Vous les découragez à louer même. Parce que les gens se disent, bon, si c'est comme ça, moi je loue pas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rien y faire, parce que la propriété privée, c'est un principe fondamental dans une démocratie, tout simplement. Vous ne pouvez pas obliger les gens. Je sais pas si madame est propriétaire d'un logement et qu'elle le met en location, vous ne pouvez pas l'obliger, si elle peut le louer à 600 €, à le louer à 200. C'est juste la propriété privée. Donc on n'est pas dans un système soviétique. Alors après, vous avez des bailleurs, effectivement, mais ceux-là, ils comptent aussi, ils font partie. Hein. Là, nous sommes dans un système d'économie de marché. Enfin, moi, je pense, on a créé le principe du logement social pour justement les gens en difficulté. Vous voyez, le logement social, c'est pour aider les gens en difficulté à pouvoir se loger. Les logements privés, vous ne pouvez pas les transformer aussi en logement social. C'est pas possible, parce que vous contrevenez aux principes fondamentaux d'une démocratie qui est la propriété privée et la liberté de faire de son bien ce que vous voulez. C'est peut-être des espérances que vous voulez, mais enfin, c'est comme ça. Y a des gens dans ce pays et dans d'autres qui ont de l'argent ou pas, mais qui se sont retrouvés avec un logement et c'est leur bien. Vous ne pouvez pas leur demander de le brader. Par contre, le logement social, c'est là que nous avons des leviers. Le problème, c'est que alors, il y a eu des lois qui sont passées, comme des 20% de logements sociaux dans les communes, qui est une obligation. Évidemment, il y a plein de communes qui ne respectent pas. D'autres respectent, vont même au-delà, et moi-même, je pense que faudrait même mettre un seuil maximal. Parce que quand dans certains quartiers, vous n'avez que ça, vous contrevenez au principe de mixité. Vous n'avez plus de mixité. Vous en avez plus, ça fait effectivement des ghettos, ça fait des difficultés, etc. Donc je pense qu'il faut un plafond et un plancher. Mais il y en a d'autres qui ne respectent pas cette règle. Eh bien, il faut appliquer les sanctions. Il y a des communes, on les connaît très bien, elles sont listées, qui ne respectent pas les règles de 20%. Certaines sont de bonne foi parce que il y a des problèmes de foncier, il y a des endroits où vous ne pouvez plus construire. D'autres sont de mauvaise foi parce qu'ils veulent éviter à leur population une certaine forme de mixité. Et c'est cela sur lesquels il faut appliquer des sanctions réelles, pour l'exemple. Et puis enfin, vous avez le rythme de construction des logements. Comme je vous disais tout à l'heure, les 5 dernières années, on a construit 600 000 logements sociaux. C'est un rythme qui s'est accéléré, parce qu'à la période précédente, c'était plutôt dans les 350 000. Le rythme est trop lent, désespérément lent par rapport à la demande, ça c'est sûr. Mais moi, les deux leviers que je vois sont ceux-là, c'est-à-dire continuer à construire des logements sociaux de manière équitable sur le territoire. Quand je parle du territoire, c'est à la fois national et en même temps dans les collectivités. La deuxième chose que je vois, c'est effectivement aider les accompagnants, c'est-à-dire ceux qui, comme le DAL, interviennent pour faciliter la vie des hommes et des femmes qui se trouvent en difficulté, qu'on ne mette pas les obstacles administratifs, qu'on ne baisse pas les subventions, enfin vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis ce que je vois, c'est aussi une politique active en matière de logements vacants. Voilà. Ce sont c'est les 3 sujets que moi je vois principalement, avec les réserves que je vous ai données au départ, parce que voilà, vous pouvez pas exproprier les gens de leurs biens. S'il vous plaît. On parlait des logements sociaux. Donc, Pensez que je peux prendre un café ? On va vous préparer. Et ce qui devrait être possible, c'est que les constructions de 1960, qui aujourd'hui se louent au prix du marché, on vous l'amène. est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité au niveau du ministère, au niveau de l'État, justement de baisser ces loyers? Parce qu'à l'heure actuelle, on se retrouve sur un F4 avec 600 € dans le parc social, prétendu social. Et c'est là le vrai problème en fait. Ce sont des constructions de 1960 qui ont été payées par l'État, qui ont été remboursées sur 25 ans, et le loyer est excessif. C'est là qu'il y aurait peut-être un effort à faire. Sur la gamme PLAI. Voilà. Sur la gamme PLAI. C'est une idée, hein, mais
bon, moi je le conçois comme une idée que vous exprimez, mais le ministère, nous on n'est pas au pouvoir, donc enfin, ne me parlez pas comme si j'étais un ministre du logement actuellement. Enfin, c'est pas le cas, mais je note pour que demain, je ne sais pas si jamais vous nous refaites confiance, nous puissions à nouveau comment dire, poursuivre ce qui avait été commencé. Et en attendant, peut-être, messieurs, dames, transmettre au ministère du Logement. Mais c'est vrai aussi que... Mais ce sont des idées intéressantes, moi, je trouve. On peut quand même noter le rôle de l'État. Sur un département comme la Charente-Maritime, par exemple, il y a un certain nombre de communes qui ne respectent pas la loi SRU. Ils vont même plus loin, puisque vous avez des communes qui ont carrément budgété à l'avance, sur les 10 prochaines années, la part des indemnités qu'ils devront verser parce qu'ils ne respectent pas la loi SRU. Sauf que dans chaque département, vous avez l'État, c'est le préfet. Ah, le préfet, ouais. Voilà. Sur la Charente-Maritime, il n'y a jamais eu de constat de carence qui ont été effectués par le préfet. Alors qu'on sait très bien que il y a certaines communes, je ne vais pas les nommer, hein, mais elles sont connues de tous, qui ouvertement ont une politique où ils ne veulent pas de logement social, quoi. Hein, voilà. Et là, jamais l'État n'a pris ses responsabilités. Voilà, parce que la loi est la loi. Et pourquoi est-ce que quel est votre commentaire, votre analyse par rapport à ça, quoi? C'est le rôle de l'État, en fait. Moi, je pense qu'il y a logement social et logement social. C'est-à-dire que il peut y avoir dans certaines communes, enfin il y a dans certaines communes la peur du logement social parce qu'ils imaginent tout de suite des bars, des tours, de la ghettoisation, de la violence et tout ce qui s'ensuit. Mais un logement social, ce n'est pas nécessairement non pas nécessairement ce visage-là. D'où l'enjeu de la rénovation urbaine, d'où l'enjeu de l'architecture des nouvelles constructions. On peut tout à fait avoir du logement social très coquet, en prenant en compte ce qui permet d'éviter justement l'enfermement et les problèmes qui s'en suivent. Et toute la nouvelle politique architecturale, toute la nouvelle politique de rénovation urbaine s'inspire de ça. Et je crois qu'on n'est plus à l'époque justement des années 60 où on construisait des tours en pensant que c'était de la modernité et dont on paye le prix aujourd'hui. Donc il faut aussi, je pense, sensibiliser les élus qui ont peur du logement social à la nouvelle réalité du logement social, qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus conviviale, qui est beaucoup plus ouverte sur l'extérieur, dans le respect de la mixité. Mais la mixité, c'est pas seulement, enfin les 20%, c'est pas seulement dans chaque commune. C'est aussi, à mon avis, il faudrait équilibrer dans chaque quartier pour précisément. Moi, ce que je trouve plus grave, c'est pas tant les 20% que la concentration. Quand vous, dans une ville, vous avez les 20% qui sont concentrés dans les mêmes quartiers, vous arrivez à ne plus avoir une ville, mais 2 ou 3 villes, en fonction du quartier où vous vous trouvez, selon qu'il y ait du logement social ou pas. Et donc là, il y a une vraie intelligence collective à avoir au niveau des maires pour que dans les constructions, on tienne compte d'une forme de dispersion de l'habitat social pour éviter cette concentration qui conduit nécessairement à une marginalisation de ces populations. Parce que derrière, vous avez tout de suite la ZEP, donc l'école étiquetée, vous avez tout de suite l'épicerie sociale étiquetée, vous avez les jeunes étiquetés, oui, c'est un engrenage qui est né d'un urbanisme qui a été sacrifié. Donc je crois aussi que c'est aux mairies de penser à une logique de distribution beaucoup plus étalée et moins concentrée, avec une prise en compte aussi plus horizontale des choses et moins verticale, de sorte que ce soit des lieux de convivialité. Il y a des endroits très coquets dans certains endroits, notamment parlant de ce que je connais, c'est-à-dire de l'Île-de-France, où vous n'imaginez pas qu'il s'agit de logements sociaux. Parce que c'est joliment fait, parce que c'est dispersé, parce qu'il n'y a pas une concentration, il n'y a pas une relégation territoriale. Et je crois vraiment que c'est même respecter les hommes et les femmes qui vivent dans ces logements que de leur permettre un cadre de vie qui soit agréable, où ils ont envie de rester et dont ils ont aussi envie de s'occuper. Parce que ils se disent nous allons protéger notre environnement, contrairement à d'autres qui vont quasiment le détruire. Vous avez vu quand il y a des émeutes urbaines,
faut pas s'étonner que, enfin moi ça m'a toujours étonné, mais enfin au fond c'est pas si étonnant que quand il y a des bâtiments qui sont brûlés, ils sont pas brûlés dans l'autre quartier bourgeois pavillonnaire, ils sont brûlés en bas de chez eux. C'est-à-dire le centre social, le terrain de sport dont ils vont se priver eux-mêmes. C'est parce qu'au fond ils brûlent le symbole de cet enfermement dont ils ne veulent plus. Donc de fait, je crois que les constructions nouvelles doivent tenir compte de cette problématique. Voilà, moi c'est mon regard sur cette question. Je suis pas une spécialiste de l'urbanisme, mais si j'étais en situation, je ferais travailler dans cet état d'esprit-là. Ne pensez-vous pas que ce soit un problème de communication et de concertation avec l'ensemble de la population? S'il y avait une véritable communication et explication avec l'ensemble de la population et une concertation avec les quartiers qui sont visés par ces constructions de logements sociaux, est-ce que ça ne serait pas mieux accepté? Est-ce qu'on n'aurait pas une adhésion plus importante de l'ensemble de la population et même, j'allais dire, une construction ensemble avec une véritable adhésion de tous? Oui, bien sûr. C'est toutes les procédures, tu sais pas, conseil de quartier qui précèdent des PLU, des choses comme ça. Après, c'est aussi la qualité des élus qui existent, leur capacité à être dans l'écoute, attester auprès de la population des maquettes sur des logements. Tout ça peut se faire. On a l'impression que ça ne se fait pas de façon concertée et qu'on s'est imposé. Non, c'est pas imposé. Ça dépend des élus. Voilà, quand ils ont envie, pas envie, selon que soit leur sensibilité de démocratie participative ou pas, par exemple. Sur ce sujet-là, la démocratie participative. Vous expliquez sur La Rochelle, une chose qui est mise en place depuis très longtemps. Le logement social est né en partie à La Rochelle. Ça s'appelle les habitations de marché. Et ça a été les premières structures de logement social en France qui ont été mises en place. Et ce que vous venez d'expliquer est assez largement en place, puisqu'on a un plan local de l'habitat qui impose sur chaque construction, quel que soit le quartier, qu'on ait un quart de logement social. Et aujourd'hui, l'acceptation des Rochelais au logement social est vraiment fort dans tous les quartiers. Il n'y a plus ce problème de réserve, de passage chez nous. C'est aujourd'hui totalement admis. On est dans un paradoxe que tu as bien expliqué, qui est de dire à la fois on a un besoin de logement à La Rochelle, qui est incontestable, et à la fois nous produisons beaucoup de logements. Cette année, nous allons produire sur l'agglomération 760 logements. Donc on est sur des rythmes très très élevés. Mais je pense qu'un des enjeux aussi, ça va être, et vous l'avez évoqué, c'est de créer plus de logements sociaux en milieu rural. Parce qu'on a, et quand je dis milieu rural, c'est périurbain, si vous voulez. Hein, parce qu'on a des communes qui n'avaient pas les moyens à l'époque de pouvoir créer le logement social, et par l'extension des agglomérations, des communautés d'agglomération, on va pouvoir nous leur apporter les moyens pour qu'on puisse créer sur la périphérie rochelaise plus de logements. Et ça répondra aussi à des problèmes de transport, puisque ces gens-là n'auraient plus à faire les allers-retours pour ceux qui ont un emploi entre le milieu centre-ville et le milieu central. Ce qui est certain aujourd'hui, et ce que tu traces, c'est qu'on vit une pointe d'une situation difficile qui est aussi liée à la crise économique que nous traversons aujourd'hui. On voit bien qu'on est dans une ville qui n'a pas un taux de chômage énorme. Il n'empêche que l'effet de la crise, on le ressent sur les revenus, sur le logement, et qu'on a ici un grand nombre de ressources qui sont associatives. On peut parler de l'Escale, on peut parler de l'Altea, qui sont quand même des efficaces sur le durée. Il y a aussi un tabou on avait essayé, à l'époque c'était Christine Boutin qui était ministre du Logement, d'y toucher, mais c'est heurté à une volée de bois vert, mais c'était impressionnant. C'est que dans le logement social, une fois que vous y êtes, vous payez votre loyer, vous restez. Et donc on voit des systèmes, enfin des logements sociaux où vous avez des personnes très âgées, dont les enfants ont quitté le logement depuis longtemps, et ils sont dans des 5 pièces, voire plus. C'est impossible de modifier ça. Et leurs propres enfants, souvent, se retrouvent eux-mêmes à vivre en lointaine banlieue, dans des petits 2 pièces avec leurs... C'est absolument un problème générationnel qu'il faut absolument... Simplement, c'est vrai que quand vous commencez à parler de ça, là, vous avez tout le monde qui dit ah ben non, faut pas y toucher parce que c'est des électeurs, c'est des ceci. Mais c'est pourtant, enfin, c'est une question de justice. Mais à l'époque, ça avait fait tout un truc, et donc ils ont tous reculé. Et
Mais je vous assure que si on ne veut pas parler de ces genres de choses, on ne réglera pas le problème de fond. Et notamment pour les familles. Et ça, je dis ça pour les familles. Pas clair. Si vous me permettez, moi j'aimerais bien qu'on écoute le témoignage, parce que c'est ça, c'est aussi ces familles-là que j'ai envie de mettre à l'honneur. J'aimerais que vous écoutiez le témoignage d'une personne qui va vous expliquer un petit peu la difficulté à laquelle elle est confrontée. On ne va pas rentrer dans le détail, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme, quoi, mais ça aussi c'est une réalité et j'aimerais que les responsables politiques que vous êtes entendiez et abordiez ces questions de problématiques du logement autrement que sur des rapports et sur des fiches. Quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement timide, je vais vous demander d'être particulièrement compréhensif. Dis-le avec tes mots, explique-nous un peu ta situation avec tes mots, d'accord? Je suis veuve depuis 7 mois, en fait, je parle pour mon mari et je suis en exclusion locative. Normalement, à partir du 31 mars, j'ai plus de logement avec mes 2 enfants, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai fait mes demandes de logement social d'être logé, mais depuis le mois d'août, j'ai tout. Donc après le décès de son mari, ses revenus ont chuté complètement, quoi. Et puis le dialogue avec l'office, il est inexistant, communautaire. Il est inexistant, malheureusement, quoi. Donc ça aussi, ce sont des situations. Donc c'est ce genre de public-là. C'est quand même pas normal que dans un pays comme le nôtre, en 2014, vous avez des gens qui, voilà, c'est un décès, donc c'est un grand accident de la vie, on peut, si je puis dire, quoi. Voilà, ça c'est aussi le genre de situation que les bénévoles du DAL sont amenés à gérer. Donc pour nous, c'est inadmissible, c'est intolérable, et ça pourrait justifier. Je le dis, c'est pas trop dans notre façon de faire au niveau local, mais ça pourrait justifier que demain, une équipe du DAL aille réquisitionner un logement HLM qui est vide, quoi. Parce que bon, j'aimerais aborder ça rapidement aussi. Il y a à La Rochelle du logement vacant HLM. Vous avez à La Rochelle des maisons qui appartiennent aux offices HLM qui sont vides depuis des années. Et pour quelle raison? Alors, évidemment, moi, c'est la première question que j'ai voulu comprendre, c'est pourquoi ces logements sont vides. En fait, il y a une raison toute simple, c'est que les HLM savent très bien gérer le parc social, mais il y a une chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'immobilier. Ils ne savent pas vendre. Voilà. Donc ce sont des maisons, des dizaines de maisons, des dizaines d'appartements qui sont vides depuis des années. Alors il y a le programme, au départ, ils ne savaient pas trop s'ils allaient les réhabiliter. Après, finalement, compte tenu des baisses des aides publiques, soi-disant, ils ont dit, bon, on va plutôt les vendre. Finalement, ils ne vont pas les vendre, ils vont les garder. Et entre chacune de ces décisions, ça passe en commission, ils vont créer des trucs, etc. Et on arrive à des années, quoi. Voilà. Et vous avez du logement HLM social qui est disponible tout de suite. Et en bon état. Et en bon état. Alors bon, c'est sûr qu'un appartement qui est vide depuis 5 ans, il a tendance à se déprécier, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, qui n'est pas tolérable, quoi. Vous savez, vous avez tout à l'heure fait allusion à ce principe de notre constitution, de notre société, le principe de propriété. Nous, au DAL de Charente-Maritime, on n'est pas très partisans de ces questions de réquisition. On ne fera jamais des réquisitions sur du bien locatif qui appartient à du privé, quoi. Voilà, le gars, il a bossé toute sa vie, il fait ce qu'il veut, c'est sacré, quoi. Par contre, on aura beaucoup moins comment dire, on se sentira plus dégagé d'obligations morales envers des bailleurs privés, des bailleurs publics qui nous tiennent ce double discours. On travaille à flux tendu. Non, on ne travaille pas à flux tendu. Ils ne travaillent pas à flux tendu. C'est un mauvais exemple, quoi. Et ça, c'est intolérable, quoi. Voilà. Et vous l'avez déjà fait, vous le faites régulièrement? Des réquisitions? Alors, dans le public? Non. On a comment dire, de temps en temps, quand vraiment on a des situations un petit peu dramatiques, vous avez des jeunes filles qui dorment, alors, à La Rochelle ça existe, il faut le dire, des jeunes filles qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Vous avez là, hier, il y a un dossier qui vient de nous arriver, une personne de 73 ans qui était logée en auberge sociale, là ils n'ont plus les financements, ils vont la foutre à la porte, quoi. 73 ans, faut le savoir, voilà. Sur des situations comme ça, on estime qu'on a une légitimité. Parce que là, ne pas agir, ce serait assimilable à de la non-assistance à personne en danger, quoi. Voilà. Alors, avec certains bailleurs, on arrive à vraiment à bien travailler. Là, je vois qu'il est là. Saluer la présence de M. Hazard, qui est un des représentants de la société Atlantique Aménagement, quoi. C'est une société économie mixte, c'est ça. C'est une filiale du CIL, quoi. Et voilà, et on travaille beaucoup avec eux, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec le secteur privé, malheureusement, qu'avec le secteur public. Je précise que 80% des gens qu'on a relogés, c'est dans le parc locatif privé. Donc, il y en a eu 200, c'est ça? Ça, c'est l'année dernière. Ça, c'est l'année dernière. Juste l'année dernière, on a relogé 200 personnes ou familles dans le parc locatif privé. Et je vous assure que moi, je salue. Donc là, j'ai à mes côtés une propriétaire privée qui travaille avec nous.
c'est pas simple, hein. Vous allez voir le propriétaire privé en lui disant voilà, on est le DAL, déjà là, voilà. On voudrait que vous nous logiez une famille qui a été expulsée parce qu'elle ne payait pas son loyer. Voilà, donc c'est pas simple, quoi. Donc c'est beaucoup de patience. Au départ, c'est pas très vendeur, quoi. Mais vous avez des bailleurs privés qui prennent le risque, quoi. Et aujourd'hui, on a un taux de réussite, mais qui est reconnu par tout le monde, quoi. Et parce qu'il y a un accompagnement aussi sur le droit et le devoir. Ben, je vais laisser parler justement cette propriétaire privée, quoi. Oui, moi j'ai un appartement donc, que j'ai mis en location et donc j'ai attribué le logement lorsqu'il s'est retrouvé vide à une maman avec 3 enfants qui se voyait refuser X fois donc, des logements. Donc elle était noire. Hein, et c'était une des raisons également pour laquelle elle ne trouvait pas de logement. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. C'est une personne qui met un point d'honneur et une priorité à payer son logement, qui m'avertit au moindre petit problème. Là, il y a eu une petite tempête, il y a eu des tuiles qui se sont enlevées. Donc avec une responsabilisation sur le bien, donc pour en prendre soin également. Et je dois reconnaître que même avant, je n'ai pas eu de locataire aussi soigneuse de mon appartement. Alors je précise quand même que quand nous, le DAL, on accompagne une famille, on est quand même très exigeant, quoi. Hein, très vous leur faites signer quelque chose, un protocole Ah non, on a un système, j'espère que d'autres personnes vont témoigner. On a un principe, on présente à la location uniquement des gens qu'on estime être en capacité à avoir compris. Hein. Tout ça, on a mis en place au DAL, quand on a créé le DAL au départ, on s'est inspiré des alcooliques anonymes. N'y voyez pas de corrélation. Voilà. Et en fait, on a mis en place des groupes de parole. Hein. Donc, ce sont des. Alors, je précise, c'est des choses qui ne coûtent rien. Hein. Le DAL de Charente-Maritime ne reçoit pas, parce que contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, ne reçoit pas le moindre centime de subvention. De personne. Hein. On vit uniquement, vous voyez, c'est pas très luxueux, quoi. Les hôtels Louis XV, on les a pas enlevés parce que vous arriviez, quoi. Hein. C'est vraiment nos installations. Donc on a mis en place des groupes de parole et très vite, certaines familles commencent à parrainer d'autres familles, etc., etc. Donc on est dans une logique de responsabilisation et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Quoi. Moi j'avais, alors je ne sais pas si on peut l'aborder ou si tu avais l'intention de l'aborder après, je trouve qu'il y a une question très intéressante et dont on a déjà débattu, c'est l'allocation accession à la propriété et notamment l'accession du logement public donc aux locataires. Je pense que c'est vraiment un système évolutif qui paraît très intéressant, intelligent, qui permet de faire sortir les biens du système pour en avoir de nouveaux. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi oui. C'est très bien. Non, mais j'étais en train de penser à cette histoire d'élu. D'élu qui n'a pas... Non, j'ai l'impression que c'est une petite affaire locale. Tout le monde a l'air au courant. Et puis moi, voilà, j'étais un peu c'est pour dire que la vie fait pas le moine. Voilà, donc... voilà. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, je pensais que vous allez lui poser la question parce que gagner déjà les capacités pour des familles qui étaient en situation d'expulsion, la possibilité de payer leur loyer, que derrière entamer une démarche pour devenir propriétaire de son logement, ça c'est le fameux parcours résidentiel en fait. Et ça ne paraît pas être en place ni proposé. Vous dans votre structure non. Enfin, non, mais je vous confirme, moi je connais. Mais en mairie, il y a des mairies qui le font. En fait. Des personnes qui ont demandé justement, on en parlait tout à l'heure, des personnes qui se retrouvent après le décès du mari, les enfants qui sont partis et qui restent dans un T5, qui demandent l'accession à la propriété et ça lui est refusé, alors que ça fait 25 ans qu'elle était dans ce logement. Donc il y a quand même eu des loyers qui ont été payés, ça fait longtemps que la maison, entre guillemets, elle a été rentabilisée. Alors, et ça pourrait justement sortir du parc immobilier qui visiblement gêne quand même au niveau social et pouvoir avoir un peu de liquidité pour justement réinvestir dans autre chose. Hein. Alors je précise quand même un petit correctif, j'ai lu hier, ça date de hier, hein, j'ai vu un article hein, où l'actuel majorité, enfin je sais pas si on peut en dire l'actuel, c'est un peu compliqué à La Rochelle. Hein. C'est un petit peu compliqué à La Rochelle. Une partie. Pardon, une partie. Voilà, mais qui est toujours en charge en fait. Hein, voilà, bon, on va pas rentrer dans ces détails, sinon on n'a pas fini. Où on prévoit l'accession à la propriété, mais uniquement sur du bien immobilier neuf. Oui, comme à Lagore. Comme à Lagore, comme à Saint-Éloi, voilà. Mais c'est vrai que sur la gamme PLAI, hein, ce que faisait allusion de Dominique tout à l'heure, c'est vrai que quelqu'un qui habite dans son appartement ou dans son pavillon social depuis 20, 30, 40, 50 ans, parce qu'on en a des exemples,
c'est amorti depuis longtemps, quoi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Ça permettrait d'entretenir le Voilà. parc qui a besoin d'être entretenu. Ça ferait... En même temps, on peut dire que quand la pression de la loi SRU est forte, il peut y avoir un élément de dépréciation aux yeux de certains. On peut avoir le mouvement inverse. Donc je suis pas convaincue. Je comprends pour le bailleur la nécessité de rentabiliser son parc en accentuant le prix des logements privés, mais en même temps, il n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. Ça dépend comment son parc est structuré. Ça dépend comment tout ça est agencé. Si vous avez trop de concentration urbaine à côté et que les futurs propriétaires anticipent des problèmes, ils vont plutôt être en attente, ils vont plutôt être en recul et ça fait baisser le prix. Donc moi, je suis pas convaincue, mais voilà, ça dépend des situations. Parce que en disant ça, je pense à la commune où moi je suis élue et c'est plutôt l'effet inverse en fait qui se passe. C'est-à-dire que des futurs propriétaires se disent moi mon bien va se déprécier parce que la zone logement social que vous prévoyez dans le parc elle va dévaloriser l'ensemble parce que le plan végétal qui était prévu finalement ne se fait plus, parce que le bruit ceci, parce que le nombre d'artisans, enfin de commerçants qui étaient prévus a baissé et donc du coup ils se disent on va commencer à vendre avant même d'avoir acquis la propriété du logement. Donc moi j'ai plutôt eu l'expérience inverse. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il faut un seuil, un plafond en matière de logement social. Moi je pense qu'il faut pas seulement dire il faut 20% de logement social partout en France, enfin dans les communes. Je pense qu'il faut aussi dire qu'il faut un maximum. Voilà. Parce que quand vous avez des taux qui atteignent les 40, 45%, 70%, 80% de logements sociaux dans les mêmes zones de quartier, enfin, pardon, mais il n'y a plus de mixité sociale, quoi. Ça fait du ghetto, quoi. Bah oui, il n'y a plus de mixité. Enfin, il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Et en plus, ça arrange bien certaines personnes de pouvoir les éloigner, les mettre ensemble, et puis gérer les pavillons, les zones pavillonnaires différemment. Mais c'est dans plein d'endroits comme ça. Et on parle jamais de ça. On est toujours en train de réclamer du 20%, mais on ne réclame jamais l'arrêt des seuils les plus élevés. Enfin, moi, Mais ces barrières existent. Ces barrières existent et c'est vrai, on ne va pas se voiler la face que n'importe qui. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, voilà. On va faire une demande de logement. La première chose qu'on va nous demander, c'est Mireille et Villeneuve. Qu'on va vous proposer. Voilà, on va nous proposer directement quel quartier. Mireille, Villeneuve. Pourquoi on ne nous proposerait pas ailleurs, comme vous dites? Je pense qu'ils font voilà, c'est dit, ils font tout pour tous nous mettre nous centrer, tout le monde. Et à cause de ça, on a une étiquette. Même, peu importe qui que ce soit puisse postuler sur un travail, si c'est écrit quartier de Mireille ou Villeneuve, c'est l'étiqueté. C'est un cycle infernal après. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe. Quand on a créé le DAL il y a 3 ans, à moi on m'a proposé tout de suite quelque chose de merveilleux. Ah moi ils m'ont proposé vraiment un truc nickel. Tu as dit non c'est bon. Allez-y. Mais c'est vrai que sur les nouvelles constructions, je parle de les normes BBC, parce qu'actuellement ils construisent beaucoup de petits pavillonnaires, etc. Et je me suis intéressé de savoir quelles personnes on reloge là-dedans, quoi. Et en fait, il y a vraiment très peu de gens, de Mireuil, des quartiers. J'aime pas parler de cité parce que la Charente-Maritime, c'est pas la Seine-Saint-Denis, quoi. Faut pas, on va pas. On a rarement vu le feu dans les cités ici, quoi. De temps en temps, il y a voilà, des petits trucs, mais on est quand même pas sur ce. C'est pas Trappes, Voilà. J'y habitais. Et donc ils prennent des gens qui viennent de l'extérieur de La Rochelle, qui arrivent. C'est sous. On faisait avant allusion au surloyer. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que les offices, alors pour des raisons multiples, préfèrent privilégier ce type de clientèle. Voilà, parce que maintenant, avant c'était des locataires, maintenant c'est une clientèle. Vous avez, parce que la sémantique, les mots évoluent aussi beaucoup. Oui, c'est comme la SNCF. Voilà. On est passé de... Voilà. Un des fondements du DAL, c'est quand même de dire que le logement, c'est pas un bien spéculatif comme un autre. En fait, cette question de la jeunesse m'importe parce que c'est un sujet que, en général, les politiques fuient. Parce que les jeunes, ça fait peur.
on sait pas trop comment leur parler, on sait pas ce qu'ils pensent, et puis c'est peut-être des petits révolutionnaires en herbe, et puis en fait on a mauvaise conscience, c'est ça la vérité, parce que c'est une génération au fond qui a fait les plus longues études maintenant, à qui on a demandé de faire de très longues études, mais à terme on n'est pas arrivé à leur trouver des emplois qui soient à la hauteur des années d'études. Et au fond, il y a un sentiment d'un côté de trahison et de l'autre de mauvaise conscience. Et je trouve que cette situation entraîne donc des conséquences, comme vous pouvez savoir, c'est-à-dire le maintien des jeunes dans les familles, qui s'apparente à une forme de mendicité parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis quand ils sont dehors, c'est une forme de précarité où l'emploi n'est pas stable. Là, du coup, c'est pas l'emploi à vie, c'est pas le logement à vie. Tout est précaire. Et ils aiment pas être dans le à vie. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie de changer, ils ont envie de faire 15 métiers, ils ont envie d'aller visiter 15 pays. Donc ils sont pas, je pense pas que ce soit une génération qui a envie de rester dans un bureau de fonctionnaire et d'attendre que la retraite arrive. Ils sont pas du tout comme ça. Ce sont au contraire, ils ont de la curiosité, mais quand ça s'apparente à de la précarité, eh bien il y a un problème. Et je pense qu'on n'a pas respecté le contrat vis-à-vis de la jeunesse française aujourd'hui. On les rend dépendants des familles. On ne leur permet pas d'avoir des emplois à la hauteur des études dans lesquelles ils et leurs familles ont investi. Et puis au final, vous avez, par exemple, ce sont des gens qui vont pas voter. Et quand ils votent pour les extrêmes gauche, extrême droite, ça se répartit. Le premier parti d'ailleurs des jeunes, c'est le Front National en fait aujourd'hui. C'est quand même pas normal ça. Et c'est pourtant eux à qui il faut bientôt confier les clés du pays pour les 25 ans qui viennent. C'est une véritable bombe à retardement. Et puis vous avez aussi, en fait, toute cette jeunesse au travail dont on parle jamais. C'est pas la jeunesse militante, celle qui manifeste dans les rues. C'est pas la jeunesse délinquante comme celle qu'on présente souvent dans les médias. C'est juste une jeunesse qui travaille, qui essaye de s'en sortir, qui est l'extrême majorité silencieuse, et qui, elle, je veux dire, elle est dans une situation que je trouve scandaleuse. Vous avez là-dedans des gens, par exemple, qui font partie des 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, sans formation. Chaque année, on dit, voilà, il y a 80% de jeunes au bac, qui ont le bac. Mais les 20% qui restent là, c'est eux la bombe à retardement. Parce que, cette question n'est pas posée, n'est jamais posée. Déjà que les 80% qui ont le bac, voilà, là-dedans, vous avez 2% qui vont aller dans les grandes écoles. Parce que classe prépa, etc. Les autres qui vont aller à la fac. Bon, vous avez ceux qui vont faire les filières courtes et qui vont s'en sortir un petit peu mieux, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Et puis vous avez ce que je voulais aborder après. Oui. Et puis vous avez ces 20% qu'on va vous envoyer en apprentissage, en alternance, en ceci, en cela, qui ont du mal à trouver des entreprises, qui, quand ils en ont trouvé, c'est des filières où on les a obligés à aller, alors qu'ils n'avaient pas envie d'être cuistots, ni d'être bouchers, mais bon, on leur dit il n'y a que ça, qu'ils laissent tomber très vite. Enfin, et là, c'est une population très très dure. Moi, je pense que l'angoisse aujourd'hui en France, c'est pas... même tous les sujets qu'on vient d'aborder, c'est ça, c'est l'avenir de cette jeunesse. Voilà. Et je vous dis, moi, la première fois que j'ai travaillé sur ce sujet, c'est pas parce que je voulais travailler dessus, c'est parce que mon parti m'avait dit il faut que tu fasses des choses sur les jeunes. Je dis pourquoi moi? Et parce que on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas leur parler, et puis ils votent pas. Et donc j'ai dû m'y coller au sens la corvée quoi. Et je n'en suis pas encore sortie parce qu'il y a là, moi je pense, la raison majeure de l'angoisse de la société française aujourd'hui, du fait que les parents se disent que leurs enfants ne vivront pas mieux qu'eux, alors que normalement le progrès social, l'ascenseur républicain, c'était pas cette promesse, parce que je pense que on arbitre aujourd'hui contre eux. En matière de fiscalité, par exemple, je sais pas, je donne un exemple qui est pas à notre faveur. Par exemple, le bouclier fiscal, c'est fait pour des gens qui ont des revenus, ils en ont pas, eux. Enfin, des patrimoines, ils n'en ont pas. Donc, ils paient pas d'impôts, donc, en tout cas, pas sur le patrimoine ou le revenu.
Et du coup, il y a un arbitrage qui est fait en faveur de ceux qui en ont un. Et pas pour eux. Le logement, on en a parlé. Vous avez donc les 5 pièces avec les 2 personnes âgées et puis les jeunes de 30 ans avec des 2 enfants dans le centre-ville, enfin en lointaine banlieue, pardon, dans des petites pièces. Les retraites, pareil. Je veux dire, on va leur demander de travailler moins longtemps puisque les études sont très longues, de cotiser plus pour payer la retraite de ceux d'aujourd'hui, sans être sûr demain d'avoir eux-mêmes une retraite, une pension à la hauteur de celui de leurs parents. Bon, c'est quand même un peu dur. Et puis les problèmes de l'école, qu'il faut absolument réformer en urgence à mon avis. Bref, tout ça, je trouve que c'est beaucoup pour une même génération. D'où ceux qui ont le plus de chance. Vous avez ceux qui donc sont le circuit grandes écoles, les mieux informés en général. Et puis vous savez ceux qui ont les moyens de partir, parce qu'on rabat les cartes quand on part. À Londres, à Dubaï, en Californie, on part parce qu'on se dit on veut renouer avec la méritocratie républicaine, c'est-à-dire là où votre nom, votre couleur, votre adresse ne vont pas être une entrave. Et au fond, voilà, vous allez vous retrouver la capacité de faire, de créer, sans qu'il y ait tous ces préjugés autour de vous. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un gâchis monstrueux, voilà. Et là, il y a une enquête là, hier qui est sortie. On a interrogé les jeunes sur la manière dont ils voient l'avenir. Ils sont très pessimistes. La jeunesse la plus pessimiste de France. Oui, exactement. d'Europe, ouais. Ils sont très pessimistes. Ils croient en la justice, l'armée et il y avait un autre truc, la police. Bon. C'est-à-dire les machins qui protègent. Oui. Monsieur qui a une question à poser, je crois. Monsieur, allez-y. Bonjour, mesdames et messieurs. Le logement qui est monumental. D'accord. Il y a toutes les solutions qui sont mises en place. Il y a toutes les solutions qui sont mises en place par la société, c'est-à-dire les systèmes, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il n'y a pas grand-chose qui est respecté. Beaucoup de gens sont encore en difficulté financière grâce à l'euro, tout par la compagnie. D'autres gens, beaucoup. Moi je vois beaucoup de familles, moi je m'en fous. Moi j'en ai rien à foutre. Je vois beaucoup de familles qui sont en difficulté, sont en galère. C'est incroyable. Alors que le système lui-même qui a été créé, il est très bien, il est magnifique. Il n'est pas respecté. Pas par les gens du tout, c'est-à-dire les peuples. Pas pour les mamans. Tout simplement. Vous faites ce que vous pouvez pour essayer de calmer la population et tout. C'est super. C'est ce qu'il faut. Il faut motiver le peuple, il faut essayer de le calmer. C'est très bien. Il arrive un moment, un jour. Je crois que le peuple ne veut pas que ça finisse comme en Ukraine, comme aussi, comme ça, comme ça. La France, elle est trop souveraine. Le Français est trop souverain pour pouvoir essayer d'agir ainsi. Donc il reste comme ça, patient. Mais ça serait bien que la France pense un petit peu plus à la population, de ceux qui sont en difficulté de logement. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui vivent dans des 100 mètres carrés, tout seuls. On ne les met pas dans des... Je le dis, 100 mètres carrés, tout seuls. Et les familles, ils sont plus gros, ils veulent plus de place. Je ne vais pas citer les exemples. Oui, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Ouais. Je sais qu'il y a la raison, madame. Il y a toujours une raison derrière. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a plus des C'est vrai. Demandez-lui. Ah, mais c'est C'est bien que vous veniez ici, madame. On est content, on voit la télé, maintenant on voit là, on est content. Non, mais on est là pour... oui, voilà. Je ne suis pas là pour faire l'animal de foire. Hein. Je suis là pour... Pour reprendre, moi je lui ai demandé de venir ce matin. Pourquoi? Parce que je sais qu'en passant par nous, il va être entendu. Et d'ailleurs, on a déjà une solution pour lui. Donc voilà. Mais s'il va lui-même voir les HLM, on va lui dire c'est pas possible, etc. quoi. Alors que voilà. Donc ça, c'est le genre de situation qui est aberrante, où on sait très bien que ça va le mettre en difficulté financière. Hein. Et d'un autre côté, ouais, non mais c'est bien. Bon, on pousse à endetter les gens. Voilà. Tout à fait. Et d'un autre côté, vous avez des familles qui sont en surpopulation. Là, avant-hier, on a une famille qui étaient combien à 9 dans un 2 pièces, quoi. Dont un enfant en fauteuil roulant, quoi. Vous voyez, donc voilà, il y a parfois des choses dont on s'explique pas, quoi. On s'explique pas. Non, ça finit par être totalement absurde. Oui. Voilà. Oui, donc déjà à l'origine du... Le micro, je ne sais pas s'il marche en fait. Hein. Tout à l'heure, non. Non, c'est pas grave, ça fait Donc déjà à l'origine, l'année dernière, j'ai voulu aider un monsieur qui était SDF. Alors c'est pas le SDF cliché avec les chiens, la bouteille et compagnie. C'est un monsieur d'une presque la soixantaine, ingénieur informaticien, photographe, qui depuis 2003 était à la rue.
Donc il a vécu au départ dans sa voiture, ensuite vraiment dehors, en allant effectivement dans des logements sociaux, enfin ce sont des nuitées auxquelles il avait droit. Et j'ai fait un peu le parcours du combattant avec lui au niveau administratif et également pour lui trouver un logement. Donc moi je l'ai hébergé chez moi à un moment donné et son problème c'était pas pour le coup savoir d'abord payer son logement parce qu'il n'avait pas ce problème-là, lui il fallait d'abord qu'il mange et d'une. Donc j'ai fait toutes les démarches administratives pour qu'il raccroche au wagon. Et puis lui trouver un logement, j'avais fait pas mal de demandes également pour lui, impossible. Et j'ai vraiment fait le constat que oui, il y a des gens qui sont vraiment en demande, c'est une nécessité urgente. Et d'un autre côté, tous ces logements vides, vacants, qu'il y avait autour de chez moi, dont des bâtiments qui peuvent franchement accueillir jusqu'à 10 personnes, voire plus. Alors c'était une ancienne EHPAD. Au départ de mon idée, c'était une ancienne EHPAD. Et puis bon, il y a plein d'autres logements qui sont aujourd'hui vacants et il suffit peut-être d'aller frapper à la porte. Et donc l'idée nous est venue comme vous disiez tout à l'heure, de faire ce rapprochement entre logement vide et puis tous ces gens qui ont besoin d'un toit et souvent en urgence. Après, effectivement, il y a plusieurs populations et vous parliez tout à l'heure des femmes maltraitées, parce que c'est vrai que les femmes maltraitées, on peut les prendre en charge à un moment donné, puis après on les remet chez elles, où elles sont joignables par leur ex-conjoint ou toujours conjoint. Donc il faudrait peut-être les sortir de là. Et puis il y a également donc cette population de SDF. Et voir des jeunes SDF. Parce qu'effectivement, il y a des jeunes SDF qui sont qualifiés, qui se retrouvent à la rue, parce que ils peuvent plus aller dans leur famille, ou ils n'en ont plus, pour certains aussi. Et après, il y a des accidents de la vie, on a des exemples par milliers. Et donc, l'idée, c'était de créer une structure d'hébergement provisoire temporaire pour sortir ces jeunes SDF. C'est entre guillemets plus facile peut-être de les ramener sur, on va dire, la voie normale que des SDF qu'on n'oublie pas pour autant, mais il faut qu'on mette une priorité à ce projet pilote. Et ce serait donc de participer à sortir ces gens-là pour les rebrancher à la société, pour leur redonner espoir avec un accompagnement. Donc c'est pas les laisser simplement leur donner un toit et puis voilà, on se lave la conscience. Je pense qu'il faut vraiment un accompagnement pour pas que ça se reproduise. Bien sûr. Et ça, bon, on parlait des jeunes, on parlait des vieux, mais c'est pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui le gros problème, c'est de la communication, parce qu'il y a des propriétaires qui ne savent même pas qu'il y a des gens qui cherchent des logements. Moi-même, pourtant je suis passée par là, je suis arrivée sur La Rochelle, j'avais une petite fille, quand j'ai fait mon dossier au HLM, on m'a répondu dans 18 mois vous aurez peut-être une réponse. Et quand j'ai dit quoi, 18 mois, ils m'ont dit estimez-vous heureuse, sur Bordeaux c'est 24. Et moi j'étais à la rue avec mon enfant. J'étais à la rue et sans logement je pouvais pas avoir de boulot, sans boulot je pouvais pas avoir de logement et c'était un cycle infernal. J'ai eu de la chance, je me suis bagarrée, j'ai également moi j'ai surtout eu de la chance et quand j'ai reçu 24 mois plus tard une demande de logement à HLM, je l'ai refusée parce qu'entre-temps je m'en étais sortie et j'ai préféré laisser à quelqu'un d'autre la chance d'avoir cet hébergement. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a effectivement des gens qui bénéficient de HLM et qui ne le méritent plus. Ils sont plus dans le même besoin qu'à l'époque où ils ont fait la demande. Donc cette évolution-là doit être prise en compte et il faut qu'il y ait c'est de l'éthique. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a des gens qui devraient prendre... C'est un état de conscience. On est tous dépendants. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais il faut en parler. Je pense qu'il faut vraiment en parler. Oui, il y a des attitudes civiques qu'il faut changer, des mentalités qu'il faut changer. Il y a des profiteurs du système, vous savez. Mais complètement. On n'en parle pas, mais il y a des profiteurs du système qui n'en ont rien à faire que le voisin il soit plus en difficulté, qui sont là pour profiter. Et cela, je suis désolée, mais il faut être implacable. Parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure. Les jeunes, effectivement, ils s'endettent. Moi, je suis chef d'entreprise également et je prends des jeunes en stage. Je fais des conférences également dans les écoles. Je suis jury quand ils ont des oraux. Mais quand je les prends en stage, tout de suite, ils me disent « Nous, on va poursuivre nos études et puis après, on va partir à l'étranger. » Alors, ça sert à quoi qu'on les forme? Et après, ils vont nous échapper
alors qu'il y a du travail quand même en France. Il y a des choses à faire. Alors il faut mieux faire coïncider l'offre et la demande de travail. Mais complètement. Mais C'est on ça, en est au même, que ce soit le Pareil logement, pour les demandeurs d'emploi, des demandeurs de logement, que ce soit les demandeurs d'emploi et les entreprises qui cherchent des gens. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, je ne cherche pas quelqu'un forcément de diplômé, je cherche quelqu'un qui a envie de travailler et qui va commencer un truc et qui va le finir. Bien sûr. Et c'est pareil en politique.